Et salut les devs.net, on se retrouve dans cette vidéo d'actualité assez chaude en ce moment, vu qu'on a eu la preview 2 de .NET 8 qui a été publiée hier soir, donc par rapport au moment du tournage de cette vidéo, je tourne cette vidéo le 15 mars au matin et la veille au soir, .NET 8 Preview 2 est sorti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour, comme on a fait la dernière fois dans les précédentes vidéos, de .NET 8, de FCore 8 et d'ASP.NET Core 8, la Preview 2, qu'est-ce qui a été ajouté. Il faut savoir que .NET 8 Preview 2 a en fait un mois de retard par rapport au calendrier initial, parce que de base, Microsoft avait prévu de commencer les previews des nouvelles versions de .NET un peu plus tôt, et donc en fait on devrait théoriquement en mars être à la Preview 3. Il y a un petit peu de retard, donc probablement peut-être que cette année on n'aura même pas deux RC mais une seule RC, donc à voir comment est-ce que les équipes vont gérer ça. Et de même, vu que cette release est assez proche de la précédente, il n'y a pas tellement de grosses nouveautés qui ont été ajoutées. Des petits ajouts très sympas un petit peu partout, vous allez le voir, on va dire c'est de l'amélioration de ce qui était dans la logique de ce qui était fait précédemment. Donc on va faire le tour ensemble des quelques billets de blog qui ont été publiés pour voir un petit peu ce qui est ajouté dans cette preview 2 de .NET 8. Mais avant toute chose, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail et soutenir ma chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne. L'abonnement n'implique pas forcément d'avoir les notifications, donc tu restes libre de les activer ou pas. Et si tu veux plus de contenu autour des techno.net, je te renvoie vers ma plateforme htslearning.com, tu as le lien dans la description de la vidéo, là aussi à l'écran. Je mets en ligne tout un ensemble de cours autour de techno.net pour parfaire tes connaissances, et d'avance je te remercie de ton soutien. .NET 8 Preview 2 est donc sorti hier et suit donc en fait l'update un peu plus large de la Preview 1, comme c'est dit ici directement en premier plan. C'est une petite migration, c'est une petite mise à jour. Il n'y a pas tellement grand chose de nouveau. Il faut savoir que c'est sorti en conjonction avec Visual Studio 17.6 Preview 2, donc la prochaine version de Visual Studio 2022, qui ajoute aussi quelques petites améliorations assez sympathiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette Preview 2 ? On a deux choses principales. La première, qui va parler au plus grand nombre d'entre vous, c'est des nouveaux attributs dans System Component Model Data Annotations. Alors pour remettre un peu le contexte, quand vous souhaitez faire valider vos modèles au niveau par exemple d'ASP.NET, les modèles que vous recevez en entrée d'API ou en entrée de MVC typiquement, vous allez demander sur ce modèle, je veux que ce champ soit requis, que celui-ci matche une expression régulière, que celui-là ait une taille maximum de 10 caractères, une taille minimum de 3 par exemple. Il y avait beaucoup de manques dans ce Component Model Data Annotation, à tel point que beaucoup d'entre nous, et moi le premier, se tournaient très facilement vers Fluent Validation, déjà parce que c'était plus sympa à utiliser, un peu plus manuel, il faut le reconnaître, mais qui avait beaucoup plus de fonctionnalités de validation et que tout ce qui était un petit peu plus avancé ne nécessitait pas d'implémentation custom. Donc je pense que Microsoft est au courant de ces limitations qu'on va trouver dans les attributs de Component Model Data Annotations, donc ils ont fait quelques modifications assez intéressantes si on veut continuer à utiliser l'attribut. Ça va pas totalement effacer Fluent Validation, on va être clair, hein, mais par contre, on a des choses, si vous les utilisez, qui peuvent vous intéresser. Par exemple, on a l'attribut Required qui est là depuis très longtemps et il y a une nouvelle propriété qui est Disallow all default values. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que tu vas pouvoir définir que avec le required, tu veux également spécifier que les valeurs par défaut des structures, des types structures, par exemple pour le int c'est 0, pour le GUID c'est GUID.empty avec que des 0, et bien tu vas pouvoir dire que ce champ-là est requis, mais que pour les types structures, la valeur par défaut n'est pas une valeur valide. Donc en fait, vu qu'une structure ne peut pas être nulle en C#, tu vas simplement dire que la valeur par défaut est équivalent à la valeur n'a pas été fournie, donc j'ai mis la valeur par défaut, et que le champ n'a pas été affecté et qu'il est donc requis. Donc en mettant ce champ à true, en fait, il y aura une erreur de validation. Si je reprends l'exemple du billet de blog ici, on a un GUID en entrée, on a mis required. Si je n'avais pas mis cette propriété-là, qui n'existe pas d'ailleurs avant .NET 8, la valeur GUID.empty aurait passé la validation. Depuis .NET 8, je peux rajouter cette propriété pour dire la valeur empty ne correspond pas et n'est pas une valeur valide. Il faut vraiment un GUID en bonne et due forme. C'est assez intéressant pour tous les types structures. Je pense par exemple au datetime, je pense au GUID et je pense aux entiers qui sont les types les plus couramment utilisés dans les payloads d'API qui vont nécessiter qu'on exclue la valeur par défaut. Petite chose assez intéressante. On avait également l'attribut range qui existe depuis aussi assez longtemps parce qu'on peut dire je veux que cette valeur soit comprise entre x et y. Maintenant on peut spécifier la logique à appliquer aux extrémités. Est-ce que je veux qu'elle soit inclusive ou exclusive ? Et donc on peut dire est-ce que la borne inférieure est exclusive ? Oui ou non. Est-ce que la borne supérieure est exclusive ? Oui ou non. C'est des mathématiques de base, mais exclusif, ça veut dire que par exemple, là ici, ce qui s'est passé avec un range qui va de 0 à 1 pour un double, vu qu'ici on a la borne inférieure qui est exclusive, marquée comme étant exclusive à false, et la borne upper qui est marquée comme exclusive étant à false,
on va accepter toutes les valeurs comprises entre 0 et 1, exception faite des valeurs aux extrêmes, étant donné, alors là par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui est faux dans leur exemple, parce qu'en fait, je pense que exclusive égale false, ça veut dire que normalement, si je comprends bien ce qu'ils disent, normalement ça voudrait dire que on n'exclut pas la borne supérieure ni la borne inférieure. Donc je pense que là qu'il y a peut-être un souci dans l'exemple, mais en fait dans l'idée du range, peut-être que l'exemple est faux, ou alors peut-être que vu que je tourne en live, je comprends pas forcément. Dans l'idée, c'est simplement de dire est-ce que les extrémités de mon range sont inclus ou exclus de la comparaison. Donc là, l'exemple semble un petit peu bizarre, mais soit. Ensuite, nous avons l'attribut length, qui existe aussi depuis un bon moment, qui permettait de spécifier une taille, sauf que ici c'est une taille sur une collection, et on va pouvoir spécifier la valeur minimale, mais également la valeur maximale. Donc ici j'ai une collection d'entiers, qui doit être compris entre 10 et 20 éléments, en sachant ici que je ne vois nulle part la possibilité de spécifier, encore une fois, la même histoire que là-haut, si les bornes sont inclusives ou exclusives. Mais en tout cas, on a ce length qui s'applique sur une collection, parce qu'on va pouvoir filtrer en disant je veux pas moins de X éléments et pas plus de Y éléments. Ensuite, on a un nouvel attribut qui a vu le jour, qui peut être utilisé pour donner des valeurs autorisées ou des valeurs interdites. Alors ça, c'était déjà possible avant avec une regex, il suffisait de mettre entre parenthèses la regex, de mettre toutes les valeurs inclusives ou exclusives avec des pipes et de dire je les veux ou je les veux pas. Maintenant, c'est bien que pour les développeurs, la regex, c'est un peu comme les arêtes dans le poisson, c'est nécessaire mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc pour le coup, on a deux nouveaux attributs qui sont assez sympathiques, qui nous permettent de spécifier une liste finie d'éléments, un peu comme une énumération mais sur un type qui est plus générique. Ici, c'est des chaînes de caractères qui va dire j'autorise tel ensemble de valeurs, je refuse tel ensemble de valeurs. Donc ça va en fait valider que dans ces propriétés-là, ça match ce qu'on demande. Ça peut être utile si par exemple on permet d'avoir une chaîne de caractères avec une liste finie d'éléments, ou qu'on décide de faire une liste noire de ce qu'on ne veut pas accepter dans notre API. Et pour terminer, nous avons également un base64 string attribute qui va valider que dans une chaîne de caractères, on a bien une chaîne de caractères en base64 et non pas n'importe quelle chaîne de caractères. Pareil, ça va éviter de faire une regex très compliquée pour la base64. Donc ici, ça va simplement tenter de parser la chaîne en base64. Donc on a une modification d'une part des attributs déjà existants pour leur rajouter des fonctionnalités assez sympathiques, et d'autre part la création de nouveaux attributs. Le hallowed values, à ma connaissance, n'existait pas avant, et le base64 non plus n'existait pas avant, mais ça, c'est des petits ajouts sympathiques. Bon, ça va pas révolutionner le développement. Encore une fois, je pense pas non plus que ça va mettre à la poubelle Fluent Validation, qui va bien plus loin en termes de validation. Il faut savoir également que si vous aviez des besoins comme ça auparavant, il était tout à fait possible, et il est d'ailleurs toujours tout à fait possible, de créer des attributs custom de validation. C'est toujours possible, mais là, typiquement, il pousse le curseur un peu plus loin pour permettre aux gens de faire de la validation directement prévue dans le framework sans avoir besoin de le redévelopper par soi-même. Ensuite, deuxième nouveauté de ce petit billet de blog, un point qui est extrêmement avancé, on va parler des function pointers. En fait, c'est les delegate étoiles. C'est un sujet super avancé qui a été ajouté en C# 9 et .NET 5, qui permet d'avoir une performance de malade, parce que ça correspond du coup à un code YL très spécifique pour appeler une méthode de façon très performante. J'ai même pensé en faire une vidéo sur YouTube à un moment, mais le sujet était tellement avancé que je pense que ça ne correspond pas à la majorité de l'audience de la chaîne. Mais en gros, ce qui se passait, c'est que cette nouveauté avait été ajoutée en .NET 5 et C# 9, donc on avait en fait un delegate étoile qui était un pointeur sur une fonction, mais dès lors qu'on définissait une variable ou qu'on utilisait ce type-là dans notre code C#, on ne pouvait pas avoir les informations de ces éléments-là par le biais de la réflexion. Ça a été ajouté. La réflexion, pour rappel, c'est la possibilité à l'exécution de son application d'inspecter les éléments qui ont été dynamiquement créés pour en déduire leur fonctionnement, leur type, leurs propriétés, leur méthode, ainsi de suite. Et donc, le delegate étoile n'était pas dans les objets qui étaient gérés en réflexion, et on remarquera que ça date depuis .NET 5 et C# 9, ce qui veut dire que .NET 6, .NET 7 ne le gérait pas. Il était temps de le faire en .NET 8, vu que c'est quand même pas une fonctionnalité toute récente. Là, pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce sujet, il y a tout l'exemple dans le billet de blog de l'utilisation de ce delegate étoile. Je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois ça me semble trop avancé. Vous pouvez vous rendre sur devblogs.microsoft.com et vous allez retrouver l'article dans .NET Announcing .NET 8 Preview 2, où est-ce que vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Et comme on le voit, c'est déjà la fin en fait. Donc comme ils le disent, c'est une petite amélioration de .NET 8, ça va, encore une fois, ça va toujours dans le bon sens. On a des améliorations qui vont rendre la vie des développeurs plus sympa. Pour la partie attribute, la partie delegate star est un petit peu plus avancée, donc on va pas le couvrir forcément. On a
des choses qui ont été faites, à mon avis, de façon sous-jacente, qui n'ont pas forcément été explicitées dans ce billet de bloc, qu'on verra peut-être plus tard, qui seront explicitées, je pense typiquement au fameux billet de bloc de Stephen Toub sur la performance, qui est très complet et qui couvre justement ce genre de choses. Donc, petite mise à jour assez sympa, notamment, je pense, pour les attributs, qui va correspondre au plus grand nombre. Maintenant, on a également la mise à jour de F-Core 8 Preview 2, et là, pareil, ça semble être une petite release, mais en fait, il y a une petite nouveauté et une grosse nouveauté. La plus petite, qui encore une fois, pareil, je pense que c'est celle qui va répondre le plus aux problèmes des personnes qui utilisent le F-Core aujourd'hui, c'est qu'on va avoir la possibilité d'avoir des JSON colonnes. Alors qu'est-ce que c'est des JSON colonnes? On va remettre un petit peu en contexte. C'est la possibilité dans une colonne de ta base de données, que ce soit en l'occurrence avant SQLite c'était pas possible, mais là avant c'était SQL Server, donc tu déclarais une colonne dans ton SQL Server et tu disais cette colonne est de type JSON type. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que dans cette colonne tu vas stocker du JSON en bonne et due forme, comme tu pourrais le faire dans un champ, dans une colonne de type nvarchar max. On est d'accord, il n'y a pas tellement de changements sur le type de stockage. La grosse différence, c'est qu'une colonne qui a été marquée comme contenant du JSON, tu vas pouvoir utiliser les fonctions JSON dessus pour faire de la recherche, du tri, du filtre et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont rajouté le support pour la base de données SQLite. Je rappelle que EF-Core, l'équipe, ne gère que 3 bases de données. SQL Server bien sûr, Cosmos DB et SQLite. Donc là, on a le support pour SQLite. Après, si vous utilisez une autre base de données, Postgres, MySQL, Oracle ou autre, il faudra attendre que les fournisseurs de ces packages-là supportent, si ce n'est pas déjà le cas, la gestion des colonnes JSON. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici dans cette requête EF? Eh bien, c'est que dans la table author, le champ contact est un champ marqué comme JSON, donc il faut le déclarer comme tel dans la configuration. La doc EF est plutôt bien faite pour ça. Et donc, on va pouvoir aller requêter dans contact le address.city. Et ce qui se passe, c'est que ça va aller faire une requête JSON dans l'objet contact, qui est donc stocké dans cette colonne-là, pour aller chercher l'objet adresse, pour aller chercher le champ city et faire un égal avec cette valeur-là en particulier. Donc, en gros, ça va être défini avec une fonction qui s'appelle JSON extract, qui va permettre d'aller extraire dans l'objet JSON stocké dans cette colonne la valeur pour la comparer avec celle-là. Et donc, on fait la requête et le tri JSON directement au niveau de la base, au lieu de le faire en mémoire, c'est-à-dire d'avoir besoin de récupérer toute la colonne JSON en mémoire, de parser le JSON et d'aller faire des évaluations avec le JSON Serializer. C'est beaucoup plus performant et c'est géré aujourd'hui en SQLite, en plus que c'était déjà géré en SQL Server. Même possibilité, là c'est de la lecture, on a aussi la possibilité de faire de l'écriture. Donc par exemple ici on fait une affectation d'un champ dans un objet JSON, et encore une fois c'est un objet qui contient un autre objet, et on le voit ici, eh bien ça va être traité par EF-Core avec les éléments qui sont natifs en SQLite, donc le JSON extract et le JSON set. Donc ça, c'est assez sympa, ça nous permet de travailler avec des colonnes JSON. Alors pourquoi est-ce que les SGBD relationnels introduisent aujourd'hui des colonnes JSON dans leur fonctionnement et développent des opérateurs pour aller requêter des objets JSON? Eh bien c'est parce qu'on veut avoir, entre guillemets, le meilleur des deux mondes entre le relationnel qui permet de gérer de façon forte les contraintes de dépendance entre les différentes tables et également le documentaire pour certains éléments qui sont plus hiérarchiques et qui permettent donc d'avoir les informations dans un seul document, stocké en l'occurrence dans une seule colonne. Et en parlant de données hiérarchiques, la grosse nouveauté de cette version de F-Core 8, c'est le Hierarchy ID. C'est un type d'identifiant qui permet de créer une structure hiérarchique, comme par exemple une structure organisationnelle, le système de fichiers, un ensemble de tâches qui sont interdépendantes et qui donc vont créer une structure en tant que telle, un ensemble de liens entre pages, un moteur d'analyse de termes de langage. Bref, l'idée c'est d'avoir une structure hiérarchique. Encore une fois, on marche sur les plates-bandes des bases de données documentaires. C'est tout simplement parce que SQL Server, face à MongoDB, manquait de certains arguments par rapport au stockage de documents. Et là, l'idée, c'est qu'ils veulent rattraper leur retard. Donc maintenant, c'est géré directement au niveau de SQL Server et avec un support natif dans EF-Core, en sachant que ça existait déjà avant dans EF-Core. En fait, ils le disent un peu plus bas, qu'il y avait déjà un package qui permet de le gérer. Il faut également installer un package dédié pour user ce Hierarchy ID, qui est un petit peu particulier. En fait, en gros, je vais descendre un petit peu, on va déclarer le type un type spécifique nommé Hierarchy ID qui va donner en fait le chemin jusqu'aux éléments parents. Donc en fait, ça va vous permettre d'avoir toute l'arborescence par rapport à l'élément parent et ça va donc vous permettre de gérer toute une structure directement. On remarquera que ça ne remplace pas
l'identifiant de l'élément, donc la primary key au niveau de la table, mais bien ça va permettre de créer cette espèce de descendance et d'ascendance au niveau de la base de données. Donc si je reprends une structure comme il y a ici, on a la racine en haut qui s'appelle Balbo, et en dessous on a les 5 enfants, et on voit que chaque enfant a un ID qui est différent, et chaque enfant qui a lui-même des enfants reprend donc l'ID du parent et ajoute le sien, et en fait ça crée toute une hiérarchie. Donc vraiment on le voit là, c'est une hiérarchie au sens comme on le conceptualise. Et dans l'idée, c'est que cette information-là, le /3/1/ par exemple pour Rosa qui est ici, va être stockée dans ce hierarchy ID, comme on le voit, hierarchyID.parse. Et donc l'idée, c'est que on aura directement dans cet élément de la base de données toutes les informations sur la hiérarchie du type. Donc ça va nous permettre en fait de faire certaines méthodes qui peuvent être assez intéressantes pour évaluer est-ce que je suis le descendant de tel élément, quels sont mes descendants, quels sont mes ascendants, à quel niveau de profondeur je me trouve. Donc tout ça en fait c'est des méthodes qui ont été rajoutées sur ce type là et qui vont pouvoir être utilisées dans les requêtes link. Donc l'idée c'est que si vous avez un besoin de stocker des lignes et d'avoir une hiérarchie, vous allez avoir maintenant à votre disposition la possibilité de faire des recherches link pour récupérer par exemple tous les enfants de 3e niveau. Ou par exemple, ou récupérer tous les descendants de ce nœud en particulier. Comme ça, vous allez avoir un where qui va se transformer en SQL, qui va récupérer tous les enfants de cet élément-là. Donc, ça peut être assez intéressant si vous avez vraiment un gros besoin de gérer cette problématique de hiérarchie, en sachant que ça se map à du SQL natif. Comme vous voyez ici, on a le getLevel, parce qu'on veut appeler la méthode getLevel au niveau EF, qui va se transformer en getLevel au niveau SQL Server. Je précise, c'est pas géré en SQLite, c'est vraiment que du serveur. On a plusieurs exemples, je vais pas tous les passer, mais en gros, l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller gérer une hiérarchie. Encore une fois, pourquoi ça a été géré comme ça? Eh bien, simplement parce que si je reprends la hiérarchie qu'on a ici, si je mets ça sur une base documentaire type MongoDB, on aura un méga objet Balbo qui a tous ses descendants qu'on ira stocker, et quand on ira l'extraire, on ira extraire celui-là et on pourra aller faire des recherches en documentaire. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est que on veut marcher sur les plates-bandes de MongoDB et garder le meilleur des deux mondes. Et donc en fait, après on a plein d'exemples. Encore une fois, je vous renvoie vers le billet de blog si vous souhaitez avoir plus d'infos. Vous allez avoir plein d'exemples là-dessus sur comment est-ce que vous pouvez aller exploiter ce nouveau moteur hiérarchique. Ça peut être intéressant, dépendant de vos projets. Il faut juste savoir maintenant que ça existe directement, nativement dans EF8 à partir de la Preview 2. Et c'est fini, pareil. Donc ces deux petites nouveautés pour rattraper, si je puis dire, le retard fonctionnel par rapport aux bases documentaires. Et après, il nous explique comment installer EF Core 8 Preview 2, vu que c'est un package, pas trop de surprises. On change la version en passant sur la version Preview 2, et c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour terminer dans cette vidéo avec ASP.NET Core en .NET Preview 2? Eh bien, encore une fois, ASP.NET Core, en regardant les roadmaps, j'ai l'impression que c'est vraiment là où ils veulent mettre vraiment un effort monumental sur qu'est-ce qu'on va rajouter dans ASP.NET Core, et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur Blazor. Donc on le voit ici dans le petit summary. La première chose, c'est qu'on a un composant QuickGrid qui a été introduit maintenant en production, si je puis dire en production, on est encore sur une preview, mais qui a été introduit de façon officielle dans .NET 8. On a une meilleure performance de Blazor WebAssembly avec un nouveau, on va en revenir plus tard, mais l'équivalent d'un nouveau compilateur just-in-time. On a un nouvel analyzer pour les FromBody. Si vous faites des API en Minimal API, ça va vous parler. Ensuite, on a des nouvelles API pour le Problem Details pour supporter les intégrations qui sont résilientes. On a un e-resetable sur l'object pool, on va y revenir, et ils ont amélioré les performances sur les name pipes. J'en avais parlé dans la preview 1, ils ont rajouté la possibilité au niveau de Kestrel de faire des pipes nommés, c'est-à-dire des tubes nommés au niveau du système d'exploitation pour communiquer, donc envoyer des ordres à Kestrel par le biais de communication système. Ils ont amélioré la performance dans cette preview 2 par rapport à la preview 1, on va y revenir rapidement juste après. On va passer comment mettre à jour. Donc une grosse nouveauté, c'est l'introduction officielle du Quick Grid Component dans Blazor. Alors attention, le Quick Grid, c'est vraiment si on veut développer rapidement une application Blazor avec une grille qui permet d'afficher des éléments, de les trier, de les filtrer, mais ça ne remplacera pas des composants plus évolués, soit vendus par des acteurs du marché comme DevExpress, Telerik ou autres, ni ça ne remplacera pas non plus aujourd'hui, je pense, les grilles un peu plus sexy de mode Blazor par exemple. Mais on a
un package officiel pour la Quick Grid qui, à mon avis, s'il est bien utilisé, va également encore évoluer, vu que maintenant il est rajouté en .NET 8 de façon officielle. C'est Microsoft ASP.NET Core Components Quick Grid. Alors, quelle est la stratégie de Microsoft par rapport aux composants Blazor? Là, on a une première tentative d'introduire un composant un peu plus riche dans l'écosystème natif du framework en .NET 8. Est-ce que Microsoft va aller dans cette voie-là et commencer à grignoter petit à petit certaines parts de marché à des fournisseurs de composants en fournissant toujours un peu plus de composants plus évolués en Blazor pour que les développeurs qui se jettent sur Blazor aient directement plus de composants? Il faut savoir par exemple que si je prends du WPF ou du WinForms, j'ai une toolbox qui est bien riche au niveau du framework, et au niveau de Blazor, aujourd'hui j'avais juste ce qui est fourni de base dans HTML qui était wrappé dans des composants Blazor pour ajouter du comportement. Là on commence à avoir des composants plus riches. Est-ce que Microsoft va continuer dans cette voie et fournir des composants plus riches de plus en plus, ou est-ce qu'il va rester, ou est-ce que c'est une tentative qui va tomber à l'eau parce qu'on a déjà des alternatives communautaires? On va bien voir. En tout cas, si on installe ce composant là, on peut utiliser un composant Quick Grid comme ceci qui est super simple à utiliser. Je vais lui donner une liste d'items, je définis des colonnes et dans une property je dis à quel champ elle fait référence, le titre et un booléen, est-ce qu'on peut la trier oui ou non, et si en l'occurrence là c'est une date ou un élément qui peut être formaté d'une façon un peu différente, donc là c'était une date mais ça peut également être le cas pour un nombre à virgule, décimal, float, double, on va pouvoir spécifier ici le format, l'équivalent d'un point to string qui va être donc passé au point to string quand on fera l'appel sur ce champ. En gros, ce code-là, ça donne cette grille-là. Donc vous le voyez, niveau sexy, on a vu mieux, mais ça a le mérite d'exister et d'être super rapide. En fait, en très peu de lignes de code, vous avez une grille qui vous permet de trier selon une colonne. Alors, vous allez me dire, ok, mais je peux faire pareil avec MudBlazor. Et oui, on peut faire pareil avec MudBlazor. Et d'ailleurs, avec MudBlazor, ce sera plus esthétique et plus sexy. Si je vais ici sur la page de démo de la Quick Grid, j'ai pas mal d'exemples qui me permettent en fait d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, on a également la possibilité de faire du filtre sur les différents éléments. Donc ici, par exemple, je peux filtrer sur un country et au fur et à mesure que je tape, vous voyez, la grille se filtre en arrière-plan. Donc là, FR, j'ai bien France et South Africa. Ça manque un petit peu d'informations comme quoi ça a été filtré, je pense ici. Pareil, je ne suis pas sûr que cette icône-là soit la plus adaptée pour du filtre, mais encore une fois, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'introduire des fonctionnalités qui peuvent être très demandées, comme la virtualisation. Donc comme vous le voyez ici, j'ai beaucoup de lignes, et quand je descends, en fait, ma grille est virtualisée, de telle sorte que quand je m'arrête, ça charge les données à ce niveau-là de la grille, donc c'est la virtualisation en Blazor, qui permet d'éviter d'avoir trop au navigateur d'avoir besoin de redessiner l'interface trop de fois et donc d'être trop lent. Je pense notamment à Blazor WebAssembly qui pourrait souffrir de ça à cause de son Unix Thread aujourd'hui. Donc voilà, on a la virtualisation, on a la possibilité de mettre du style personnalisé. Alors c'est très limité, et là d'ailleurs c'est très très moche ce qu'ils ont fait, mais on a un petit peu de possibilité de prendre la main sur le composant. C'est pas juste un composant très rigide, et je pense que c'est encore une fois la première tentative de Microsoft de créer un composant communautaire qui va s'introduire dans l'écosystème Blazor. Ils s'attendent, à mon avis, à ce que la communauté fasse des modifications et des ajouts sur ce composant-là, et dans l'idée, c'est d'avoir un pack de composants officiels. On remarquera quelque chose d'intéressant, ce n'est pas directement installé dans Blazor, il est nécessaire d'ajouter le package du composant. Ça, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire qu'on va avoir notre application Blazor, et qu'on va pouvoir ajouter par petits fragments uniquement les composants dont on a besoin pour éviter d'alourdir inutilement l'application. Ce qui veut dire qu'on ne va pas avoir dans Blazor directement tous les composants all in the box comme on dit, et qu'on va forcément tous les avoir dans la DLL même si on n'en a pas besoin. Cette logique-là a forcément été implémentée pour Blazor WebAssembly pour réduire au maximum la taille du runtime et des binaires Blazor. C'est assez sympathique, ça a le mérite d'exister. Je vous renvoie sur le billet de blog et sur le site de démo de la Quick Grid si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Elle est sympa, je pense pas qu'elle me fera abandonner MudBlazor, mais pour une POC ou un truc pour aller super vite, peut-être que je me tournerai vers ce composant-là. Ensuite, nous avons un changement au niveau de l'interpréteur JIT de Blazor WebAssembly. Alors, on va essayer de faire simple par rapport à ça. Dans l'idée, qu'est-ce qui se passe? En Blazor WebAssembly, vous allez descendre le runtime et les DLL de votre application directement dans le navigateur. Donc, il va falloir les télécharger. Si vous prenez la version de base, c'est-à-dire que vous avez le runtime et vos DLL, le compilateur JIT va devoir interpréter votre code IL pour en générer des binaires WebAssembly natifs qui vont être optimisés pour le WebAssembly. Jusque-là, pas de problème. Le souci, c'est que ce process est assez coûteux en termes de performance et va également
vraiment être assez, comment dire, poser, comme ils disent ici, des challenges au niveau du runtime parce que ça va être assez compliqué à gérer et ça va créer beaucoup d'éléments. Pour ça, on a depuis un petit moment, je crois que c'est .NET 5 si je ne me trompe pas, la compilation AOT, c'est-à-dire qu'on va en amont demander de compiler spécifiquement notre application et toutes ses DLL spécifiquement pour la plateforme WebAssembly, ce qui veut dire que toutes les optimisations vont être faites en amont, mais qu'est-ce que ça fait comme effet? Eh bien, ça va créer des applications qui sont beaucoup plus grosses à télécharger. Donc on va avoir un beaucoup plus gros package à télécharger initialement. Le problème, c'est qu'on n'avait pas aujourd'hui d'entre-deux, c'était soit on avait que du JIT, soit on avait que de l'AOT. Avec cette approche, le JIterpreter, comme ils le disent ici, c'est du JIT partiel, ce qui veut dire tout simplement qu'on va avoir en fait une partie en AOT et quand c'est pas possible de le faire en AOT, il y aura un fallback sur le JIT de telle sorte qu'il optimise le bytecode à l'exécution avec des tout petits morceaux de code WebAssembly. Donc en gros, on va avoir le meilleur des deux mondes, on aura de l'AOT pour ce qui est optimisable dès le début et du JIT pour ce qui ne l'est pas juste après. Et comme on peut le voir ici sur certaines opérations comme le span de byte.reverse, c'est-à-dire qu'on va inverser l'ordre des éléments ou le string.normalize, on a des belles améliorations de performance entre la preview 1 de .NET 8 et la preview 2, et ça c'est obligatoire. J'ai envie de dire aujourd'hui, un des gros problèmes de WebAssembly, c'est que c'est assez lourd et peut-être assez lent, et donc on a des grosses améliorations de performance qui sont faites ici, qui sont assez intéressantes. On parle de 87% de rapidité supplémentaire, et ici de 47%, c'est vraiment assez sympa. Donc je vous laisse lire, si vous le voulez ici, le détail de pourquoi est-ce que c'est un peu plus rapide, mais dans l'idée c'est d'améliorer la performance au runtime grâce à cette nouvelle façon de raisonner par rapport au compilateur JIT. Pour rappel, c'est vraiment le compilateur JIT, c'est l'élément qui va, en fonction du moment où est-ce que vous accédez à un élément particulier, va le compiler pour l'optimiser sur la plateforme sur laquelle il tourne, pour faire en sorte qu'il soit le plus optimal possible. Donc là, entre l'AOT et le JIT, il y avait quelque chose qui était à faire au niveau de Blazor WebAssembly, et ben ça a commencé à être traité ici. Et sur la sérialisation en JSON, comme vous le voyez, et ça c'est quelque chose, la sérialisation en JSON que vous allez faire tout le temps en Blazor, vu que vous communiquez avec une API. Dans ce cas-là, on a quand même un gain de performance de 41%. On va certainement pas cracher dessus. Alors là, on a un schéma ici de performance de 310 à 184, pardon. On ne sait pas tellement de quoi on parle en termes d'objets qui sont sérialisés et tout ça, parce qu'il parle de tests de sérialisation, mais on ne sait pas la taille des objets ni tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a quasiment divisé par 2 la durée, et franchement, c'est pas déconnant, vu que ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps en Blazor. Ensuite, on avait parlé dans la preview 1, dans la précédente vidéo, des analyseurs qui avaient été rajoutés pour améliorer le développement des API en .NET. Et bien ici, on a un nouvel analyseur qui va vérifier qu'on n'a pas 2 fois from body dans une lambda qui vient d'une minimal API, parce qu'en effet, on a un seul body d'une requête, donc le from body en fait serait totalement faux. Et donc dans ce cas-là, il va falloir s'assurer qu'on n'ait qu'une seule fois le from body pour ça. Alors vous allez me dire, ok, mais là le problème en fait c'est que si dans mon body j'ai un to-do et un user, ben en fait si tu as un to-do et un user dans ton body, c'est que tu as un objet qui wrap les 2 objets. Donc en vrai, c'est une erreur de croire qu'avec le from body tu vas pouvoir extraire tes 2 objets indépendamment. Il te faut un méga objet request, par exemple, ou to-do request, qui va contenir le to-do et le user. Donc petit analyzer qui va générer une erreur de compilation, car on ne peut avoir qu'un seul from body attribute par endpoint de minimal API, comme c'est décrit ici à l'écran. C'est toujours sympa, ça évite des erreurs qui sont détectées un peu trop tard. Alors, ici, on a de nouvelles API pour la partie problem details. En fait, quand vous faites un endpoint d'API, vous pouvez dire que quelque chose s'est mal passé avec la méthode problem en MVC ou en retournant un result.problem avec les minimal API. Et en .NET 7, ils ont introduit le Problem Detail Service, qui était un service directement disponible au sein d'ASP.NET, où est-ce qu'on pouvait ajouter des éléments dans ce service afin d'enrichir le retour de problème qu'on va avoir. Donc on pouvait rajouter des informations dans ce service qui allait enrichir le Problem Details. Maintenant, ils ont introduit une nouvelle API dans ce service-là pour permettre d'implémenter un fallback si le service qui a été ajouté, d'ailleurs là il manque un B, c'est dommage, si le service Problem Detail Service n'a pas été en capacité de générer une instance de Problem Detail pour le retour, dans ce cas-là il y a un try write async qui peut être utilisé. Donc en gros l'idée c'est que ici je récupère le service depuis le container d'injection de dépendance, et si je n'arrive pas à écrire dans ce service-là le problème, dans ce cas-là il y a un fallback behavior, ce qui veut dire en gros
avant, si je fournissais un problème détail service et que je n'arrivais pas à écrire, j'avais une exception et ça s'arrêtait là. Maintenant, je peux mettre ici un fallback en disant, si tu n'arrives pas à l'écrire dans cet élément-là, parce que tu n'arrives pas à extraire les informations pour X ou Y, voici un code de fallback à utiliser. Ça peut être assez sympa. Ensuite, on a la Irresetable Interface pour le Object Pool. Là, pareil, c'est la façon dont on peut gérer la mémoire en .NET pour réutiliser des espaces qui sont déjà alloués pour éviter d'avoir de l'allocation inutile. Donc en fait, on va réserver un espace en mémoire dans lequel on va écrire des éléments et quand on a fini, on va dire c'est bon, j'en ai plus besoin et quelqu'un d'autre pourra reprendre ce même espace pour écrire ces éléments. Donc ici, par exemple, dans l'exemple, on a créé un buffer qui contient donc un tableau de bytes qui vaut 1 méga, donc on va réserver 1 méga en mémoire. Et après, dans Irresetable, on a la méthode try_reset qui va essayer d'aller nettoyer la mémoire. En fait, le try_reset, si vous implémentez Irresetable, c'est la possibilité de dire je veux réinitialiser la mémoire pour la réutiliser pour autre chose. Et donc ici avec l'object pool, on va pouvoir créer une instance d'une classe qui implémente Irresetable de telle sorte qu'en fait l'object pool va utiliser tout seul le try reset et va nous permettre en fait de travailler avec ce pool de données qui va être réutilisable. Alors je ne sais pas trop pourquoi c'est en ASP.NET, probablement parce que eux l'utilisent pour la gestion des requests, là ça peut avoir du sens, mais dans l'idée c'est que vous allez avoir un pool, récupérer donc ici le buffer, donc le buffer qui est commun, c'est un petit peu comme l'array pool dans un autre cas dont j'ai parlé dans mon livre sur les performances en .NET, et quand vous récupérez le buffer, vous essayez de traiter les données dans ce buffer, qui est une mémoire partagée, qui ne sera donc pas garbage collectée, parce qu'elle est nettoyée et réutilisée vu qu'elle est partagée, et à la fin, vous allez restituer le pool pour que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser sans avoir besoin de faire une allocation de mémoire et de la créer en mémoire. C'est une des optimisations les plus classiques pour la gestion de la mémoire, d'avoir un pool partagé. Donc, une nouvelle interface qui a été rajoutée, la Irresetable, qui a donc la méthode try_reset, qui va vous permettre de créer vos propres objets utilisable avec l'object pool pour créer vos propres objets en mémoire réutilisables. Je pense notamment à une équipe de développeurs que j'ai un jour formé sur les concepts avancés en C# qui justement utilisait des buffers comme ceux-là de bytes pour communiquer avec des machines. Ça peut être typiquement une optimisation pour eux, en plus après d'aller lire le byte ici avec un span pour aller vraiment se déplacer dynamiquement dans le byte au lieu de faire des copies de tableaux. Ça peut être vraiment une grosse amélioration. Et pour terminer, dernier petit point qu'on avait parlé quand on a fait le menu au début, les améliorations de performance sur le namepipe, donc la possibilité de communiquer au niveau système d'exploitation avec des tubes nommés et le serveur Kestrel. Ils ont tenté de créer 100 000 connexions, alors ils ne précisent pas sur quel système d'exploitation, mais je pense que c'est du Windows. Si je vais sur les namepipes ici, c'est bien pour Windows. Donc là, c'est 100 000 connexions sous Windows. Avant, ça prenait presque 6 secondes, maintenant ça prend 2 secondes et demie, donc on va beaucoup plus vite pour communiquer avec Kestrel si on doit passer par ce protocole de communication à l'aide des tubes nommés sur le système. Donc ce qui m'a intéressé dans cette amélioration-là, et qui je pense peut intéresser beaucoup d'entre vous, c'est que cette amélioration du namepipe avec Kestrel a été fournie par l'équipe de développement du moteur Unity. Et oui, le moteur de jeux vidéo Unity. Est-ce que les équipes de développement Unity sont en train de travailler avec les équipes Microsoft pour gérer mieux les dernières versions dans le moteur du jeu vidéo, et pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à la partie Kestrel avec les namepipes? Pour l'instant c'est encore un peu mystérieux, mais c'est assez intéressant parce que pour le coup ça montre qu'ils ont un intérêt à ce que cette partie-là soit beaucoup plus rapide, probablement parce qu'ils veulent s'en servir. À suivre, c'est intéressant, et donc ça clôture le billet de blog et ça clôture d'ailleurs la vidéo. Donc pour résumer, cette petite mage .NET 8 Preview 2 pour moi est super sympa, elle va vraiment dans le sens où on doit aller, on voit que beaucoup d'efforts sont mis en ASP.NET, EF Core tente à tout prix de rattraper son retard avec les bases de données documentaires, et ils ont bien raison, parce que si on peut avoir dans du SQL Server le meilleur des deux mondes, perso, MongoDB me sert plus à rien, je suis beaucoup plus à l'aise avec SQL Server, et en plus de ça j'ai des contraintes de relation, c'est nickel. On a vu la partie hiérarchie ID qui peut permettre de gérer une hiérarchie, on a vu les JSON columns en SQLite, on a vu qu'en .NET 8 on avait de nouveaux attributs, la réflexion était un petit peu améliorée avec les pointeurs vers les fonctions, et là en ASP.NET on a quand même beaucoup de choses qui sont ajoutées, et je vois un gros focus et de gros efforts sous Blazor. Bref, j'ai qu'une chose à vous dire, on se donne rendez-vous dans un petit mois pour la preview 3 de .NET 8, et je pense qu'on aura encore quelques surprises. Allez, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner. Le nombre d'abonnés à ma chaîne aide beaucoup le référencement de ma chaîne à être mieux positionné et à être plus mis en avant par YouTube. Les notifs, c'est pas obligatoire, je le rappelle. Et toujours, si tu veux te former sur les techno.net, rends-toi sur ma plateforme HTS Learning.
tu trouveras probablement chaussures à ton pied si tu veux parfaire tes connaissances. D'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour de techno.net.